Bonjour à tous, Philippe Grignon, maître de conférence à la faculté de droit de Montpellier. Je suis ravi de participer à ce colloque virtuel de techniques contractuelles et donc mes premiers propos seront des propos de remerciement. Des remerciements d'abord à Kevin Magnéméran, des remerciements également à l'Institut François Génie de l'Université de Lorraine pour m'avoir confié le traitement du thème de la clause de non-concurrence à l'occasion de ce colloque virtuel, et oui, maintenant on fait des colloques virtuels, de techniques contractuelles et de ces morceaux choisis qui permet de mobiliser, de réunir et surtout d'unir de nombreux collègues. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les saluer toutes et tous très chaleureusement et aussi leur adresser tous mes voeux pour l'année 2021. En formant tout spécialement le vœu, cher Kevin, l'appel est lancé, que nous pourrons toutes et tous nous retrouver pour refaire, mais attention, cette fois-ci en présentiel, ce colloque dédié à des morceaux choisis de la technique contractuelle. En bon juriste, puisque le juriste ne sait compter, en tout cas à Montpellier, au moins, que jusqu'à 2, ma première partie sera consacrée, la première partie de cette intervention sera consacrée à des rappels, à des définitions, à des notions, à des distinctions, et la deuxième partie sera vraiment consacrée à des conseils à donner aux rédacteurs de contrats dans diverses matières. D'abord, des définitions, des notions, des distinctions. Je crois que pour définir l'objet de la clause de non-concurrence, il suffit de reprendre la définition de l'obligation de non-concurrence qui avait été posée par le professeur Yves Serra, pape de la clause de non-concurrence devant l'Éternel. Ce dernier avait pu définir la clause de non-concurrence, l'obligation de non-concurrence, comme celle qui interdit à une personne, le débiteur de non-concurrence, d'exercer une activité économique ou professionnelle avec celle développée par une autre personne, le créancier de non-concurrence. La clause de non-concurrence désigne donc la stipulation contractuelle servant de réceptacle, servant de support à l'obligation de non-concurrence telle qu'on l'a précédemment définie. Elle emporte ainsi pour son débiteur une abstention. Elle emporte ainsi pour son débiteur une obligation de ne pas faire selon une classification des obligations qui avait cours avant la réforme du droit des obligations en 2016. Mais là aussi, c'était l'ancien temps. L'obligation de non-concurrence, et donc la clause de non-concurrence, doit être distinguée de l'obligation d'exclusivité, et donc de la clause d'exclusivité, qui fait l'objet dans ce colloque de morceaux choisis de la part de notre collègue et ami Nicolas Erezeo. Alors Nicolas, sans empiéter, sans vouloir empiéter sur ton intervention, je me bornerai à donner trois raisons qui justifient rapidement de distinguer l'obligation de non-concurrence et l'obligation d'exclusivité. D'une part, c'est la première raison, l'obligation d'exclusivité ne peut résulter que d'une manifestation expresse de volonté. Donc d'une clause, alors que l'obligation de non-concurrence, comme on va le voir dans la suite de nos développements, peut avoir une origine légale. D'autre part, c'est la deuxième raison, l'obligation d'exclusivité n'a pas pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrente à celle du créancier de l'interdiction. Elle se borne entre guillemets, à interdire, en effet, une modalité d'exercice de l'activité en interdisant à son débiteur de contracter avec des concurrents du créancier de l'exclusivité. Enfin, et c'est la dernière raison,
L'obligation d'exclusivité ne développe ses effets que pendant le temps de l'exécution du contrat, alors que l'obligation de non-concurrence peut s'appliquer autant durant l'exécution du contrat qu'après sa terminaison. L'obligation de non-concurrence est parfois rencontrée pour le temps de l'exécution du contrat. Je donnerai trois exemples seulement. D'abord, un exemple en droit du travail. En vertu de son obligation de fidélité, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail. Il s'agit même d'une obligation de plein droit, ce qui veut dire que, en l'absence de clause, le salarié n'en est pas moins tenu de respecter cette obligation de non-concurrence envers l'employeur. Et évidemment, une clause présentera l'avantage de rappeler au salarié, dès la conclusion de son contrat, tant l'existence que le contenu de son obligation pour toute la durée de la relation de travail. Elle présentera également l'utilité de permettre au rédacteur de préciser, d'aménager ou de compléter l'obligation de non-concurrence de plein droit qui pèse sur le salarié. Deuxième exemple, l'agence commerciale. En agence commerciale, une obligation générale de non-concurrence est aussi mise de plein droit à la charge de l'agent commercial durant l'exécution du contrat, et cela par l'article L134-3 du Code de commerce. Le texte, en effet, dispose que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. Là encore, une clause sera bienvenue pour rappeler à l'agent son obligation et en préciser les contours. En revanche, et c'est le troisième et dernier exemple, pour prendre celui du droit des sociétés, un associé de société à responsabilité n'est pas tenu en sa qualité d'une obligation de non-concurrence envers la société. S'il doit effectivement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale envers elle, la jurisprudence retient qu'aucune obligation de plein droit de non-concurrence ne pèse sur lui. Elle réserve toutefois le cas d'une stipulation contraire. Une clause de non-concurrence pourra donc être insérée dans les statuts ou, plus judicieusement, dans le pacte d'associés dont la souplesse permettra de sanctionner plus efficacement et certainement plus rapidement la méconnaissance de l'interdiction. L'obligation de non-concurrence est également et sûrement plus fréquemment rencontrée pour le temps de l'après-contrat. On utilise alors l'expression d'obligation de non-concurrence post-contractuelle. L'obligation de non-concurrence post-contractuelle, qui fera seule l'objet de nos conseils en technique contractuelle, a quant à elle pour objet d'interdire à son débiteur, après l'extinction des relations contractuelles, de faire concurrence à son ancien cocontractant, qui devient alors créancier de l'obligation. Prolongeant la plupart du temps une interdiction de concurrence en vigueur pendant toute la durée du contrat, l'obligation de non-concurrence post-contractuelle trouve en principe son fondement dans une stipulation des parties. Mais la volonté contractuelle, cependant, n'est pas la seule source possible de l'obligation de non-concurrence. Dans certains cas, en effet, l'interdiction trouve son origine dans la nature même du lien unissant les parties. On est, dans cette hypothèse, en présence, une fois de plus, d'une obligation de non-concurrence de plein droit, considérée comme implicitement incluse dans la Convention. La jurisprudence a consacré cette solution à la fin du XIXe siècle en matière de cession de fonds de commerce. En estimant, au regard des articles 1625 et suivants du Code civil,
que l'obligation de non-concurrence post-contractuelle du cédant n'est finalement que l'expression de la garantie d'éviction du fait personnel qui pèse sur tout vendeur. Compte tenu de l'origine légale de l'obligation, le cédant du fonds de commerce sera par conséquent tenu de respecter une obligation de non-concurrence envers le cessionnaire, quand bien même le contrat de cession n'abriterait pas de clause de non-concurrence. En pratique, toutefois, une stipulation de l'acte est consacrée à la non-concurrence post-contractuelle afin d'en fixer précisément le contenu. Nous limiterons nos conseils aux rédacteurs de contrat à la seule hypothèse de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Y invite en effet la réforme du droit des contrats de 2016, consacrant une jurisprudence bien établie. L'ordonnance du 10 février 2016 a en effet introduit dans le Code civil un article se préoccupant du sort de la clause de non-concurrence en cas de résolution du contrat. L'article 1230 du nouveau Code civil dispose en effet que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. La solution nous paraît doublement heureuse. D'abord sur la forme. La survie de la clause de non-concurrence post-contractuelle en cas de résolution possède désormais un support légal sur lequel les juges pourront s'adosser. Sur le fond, ensuite, l'anéantissement du contrat pour manquement grave du co-contractant ne justifiait pas objectivement que les clauses ayant vocation à s'appliquer lors de la cessation normale des relations, telle la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, disparaissent en raison d'une cessation par résolution. Opportunément, ces clauses sont sauvées par le nouveau texte. J'en viens alors à la deuxième partie de cet exposé, de cette intervention, pour donner des conseils pratiques aux rédacteurs de contrats, aux rédacteurs de la clause de non-concurrence dans trois matières distinctes. La première sera celle du droit du travail, la seconde celle du droit commercial et la troisième celle du droit de la distribution. Première matière, le droit du travail. Avec cette question, quel conseil donner aux rédacteurs de clauses de non-concurrence? D'abord, et cela paraîtra une évidence, mais je crois qu'il y a parfois des évidences qui sont bonnes à rappeler, d'abord lui donner le conseil que la clause de non-concurrence doit être prévue ab initio, c'est-à-dire dès la conclusion du contrat. L'insérer en cours d'exécution du contrat par avenant est en théorie possible, mais nécessitera l'accord du salarié, ce qui demeure hypothétique. Sauf la consécration d'une obligation de plein droit, l'observation, la remarque vaut pour tous les contrats dans tous les domaines. Ensuite, on peut donner comme conseil aux rédacteurs de contrats de prendre garde d'observer attentivement, scrupuleusement toutes les conditions de validité de la clause posée par la Chambre sociale. Pour rappel, et selon une jurisprudence bien assise, la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière au salarié, toutes ces conditions étant cumulatives. Alors, quelques conseils désormais pour le rédacteur de contrat de travail.
D'abord, un conseil relatif au thème de l'applicabilité de la clause de non-concurrence. Il est parfaitement possible de prévoir qu'elle ne sera applicable que si tel ou tel mode de rupture du contrat se concrétise. Ce qui est une différence remarquable avec les clauses de non-concurrence soumises à l'article L341-2 du Code de commerce dont nous traiterons par la suite. Un deuxième conseil à propos de la contrepartie financière. Son montant ne devra pas être en corrélation avec la cause de rupture, car la contrepartie financière a pour cause l'existence même de l'interdiction de concurrence. C'est une jurisprudence bien établie depuis 2012. Le rédacteur de contrat devra prendre garde du fait que certaines conventions collectives n'ont pas encore été actualisées par rapport à cette solution. C'est le cas notamment de la convention collective des VRP, dont l'article 17 prévoit toujours que le montant de la contrepartie financière sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Troisième conseil, c'est à propos de la levée de l'interdiction de concurrence, de la renonciation à l'interdiction au profit de l'employeur. Je dirais que ce serait criminel pour le rédacteur de ne pas prévoir cette faculté au bénéfice de l'employeur au regard de l'exigence d'une contrepartie financière au profit du salarié. Pourquoi ? Car finalement, c'est au moment précis de la rupture du contrat de travail, rupture qui peut intervenir bien des années après la conclusion du contrat, que le créancier de l'interdiction de concurrence, c'est-à-dire ici l'employeur, sera à même d'apprécier l'opportunité de l'interdiction. Or, s'il ne craint aucune concurrence de la part de son ancien salarié, sans la prévision d'une faculté de renonciation à la clause, l'employeur sera amené à payer une contrepartie financière alors que l'interdiction de concurrence ne lui est plus d'aucune utilité. Dans cette optique, le rédacteur de contrat n'oubliera pas de préciser les modalités tant formelles que temporelles de la renonciation par l'employeur en respectant le cas échéant les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise. Quelques précisions sur ce point. D'abord, la première est celle qu'il est possible de renoncer à la clause de non-concurrence durant l'exécution du contrat de travail, mais uniquement si les parties ont prévu cette possibilité. À défaut, une renonciation anticipée à l'interdiction n'est pas valable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2015. Cette exception contractuelle est heureuse, et doublement heureuse. D'une part, elle dote d'un moyen simple l'employeur qui craindrait d'oublier, dans les mois d'une rupture, de délier son salarié. D'autre part, elle permet au salarié de mieux anticiper sa recherche d'emploi en cas de rupture. Une deuxième précision. En revanche, la même clause autorisant l'employeur à renoncer à tout moment, après la rupture, à l'interdiction de concurrence, au cours de l'exécution de celle-ci, est condamnée. La solution repose sur une jurisprudence de 2010, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 13 juillet 2010, et la solution a été à maintes reprises confirmée. La Cour de cassation indique en effet que la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté,
après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence. À tout moment, au cours de l'exécution de celle-ci, doit être réputée non écrite. Mais attention, et c'est une troisième précision, en cas de dispense effective par l'employeur d'accomplissement de son préavis par le salarié, la levée de l'interdiction doit au plus tard intervenir le jour du départ effectif du salarié de l'entreprise. Et cela nonobstant toute stipulation contraire, que cette stipulation ait pour origine le contrat de travail, voire même la convention collective applicable à l'entreprise. C'est une solution qui résulte d'un arrêt de la Chambre sociale du 21 janvier 2015. À défaut de renonciation dans le temps imparti, c'est-à-dire lors du départ effectif du salarié de l'entreprise, la renonciation à l'interdiction ne sera pas valable car trop tardive, la clause de non-concurrence s'appliquera et la contrepartie financière sera due. Et dans l'hypothèse, si on va plus loin, dans l'hypothèse où la clause de non-concurrence prévoirait que la contrepartie financière ne sera versée qu'après l'expiration du préavis, si d'aventure il y a eu dispense de préavis par l'employeur, eh bien l'employeur devra verser la contrepartie financière dès le départ effectif du salarié, même si la clause a prévu un autre moment. En effet, à défaut, il sera malvenu à reprocher la méconnaissance de l'interdiction à son ancien salarié, puisque la contrepartie financière est exigible dès le départ effectif du salarié. Là encore, c'est une solution qui a été retenue par la Chambre sociale le 11 mars 2015. J'en viens désormais à la matière commerciale et à quelques conseils de rédaction pour le rédacteur d'une clause de non-concurrence en droit commercial. On peut ici, je crois, prendre l'exemple de la cession d'un fonds de commerce. En tout cas, c'est l'exemple que je prendrai. On l'évoquait précédemment, le cédant du fonds de commerce est tenu d'une obligation de plein droit de non-concurrence vis-à-vis du cessionnaire. Mais quasi toujours, une clause de non-concurrence est insérée dans l'acte pour en préciser les détails. Surtout lorsque le cédant est une société. Il faudra alors, pour le rédacteur de contrat, étendre à minima l'obligation de non-concurrence aux personnes qui dirigent la société en les faisant participer à la signature de l'acte de cession afin de recueillir, à titre personnel, leur consentement à l'interdiction de concurrence. Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 janvier 2017, un arrêt de la Chambre commerciale, illustre l'utilité de conjuguer une clause de non-rétablissement du gérant d'une société avec celle lui interdisant de s'intéresser à un commerce similaire. L'effet de l'espèce était simple. L'acte de cession d'un fonds de commerce contenait une stipulation classique par laquelle, notamment le gérant de la société cédante s'interdisait, je cite, de se rétablir directement ou indirectement comme simple associé ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature similaire à celui cédé pendant une durée de 3 années à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance et dans un rayon de 400 mètres à vol d'oiseau. Cette disposition a été complétée par une seconde stipulation prévoyant que le gérant s'interdisait également, dans les mêmes conditions, de s'intéresser à un fonds de commerce similaire à celui cédé. Par la suite, après la cession,
le cessionnaire du fonds découvrait qu'un commerce identique avait été ouvert dans un local contigu au sien par une société dont les associés n'étaient autres que la compagne et un ancien salarié du débiteur de l'interdiction. La Cour d'appel de Paris rejetait les demandes du cessionnaire en fermeture du commerce sous astreinte et sa demande également en réparation du préjudice subi, estimant que n'était pas prouvé que l'ancien gérant se serait personnellement rétabli, directement ou indirectement, comme simple associé, ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille. C'est donc une lecture stricte de la première stipulation qu'avait réalisée la Cour d'appel de Paris pour ensuite justifier son refus. Sa décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l'ancien article 1134 du Code civil. La Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide qu'en statuant ainsi, alors que dans cet acte, le gérant s'était également interdit, dans les mêmes conditions, de s'intéresser à un fonds de commerce similaire à celui cédé, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé. Pourquoi cette solution? Car dans cette espèce avait été démontré que le débiteur de l'interdiction avait accepté de se porter caution du bail conclu pour le nouveau local par sa concubine, outre le fait que de manière régulière, il surveillait les travaux de remise en état des lieux. Sans doute, la solution peut paraître sévère pour le débiteur de non-concurrence. Elle a, je pense, le mérite toutefois de mettre en évidence l'utilité pour le rédacteur de contrat de conjuguer dans sa rédaction la clause de non-rétablissement avec une clause de non-intéressement. Troisième matière, finalement la dernière pour ces conseils, le droit de la distribution. En droit de la distribution au sens large, la clause de non-concurrence peut relever du domaine de l'article L341-2 du Code de commerce. En effet, ce texte qui a été introduit par la loi dite Macron du 6 août 2015, mais dont le titre officiel est celui de loi relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a pour domaine des clauses, je cite, ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. Alors, sans rentrer dans le détail de l'article L341-1 du Code de commerce, puisque L341-2 du Code de commerce opère renvoi à ce texte, on peut affirmer, grosso modo, que la clause de non-concurrence relève du dispositif de l'article L341-2 dès lors qu'elle est insérée dans un contrat de distribution au sens large de l'expression. Mais attention, pas tous les contrats de distribution. Ceux exclusivement qui emportent communication d'un savoir-faire, comme on le verra par la suite. Le texte, l'article L341-2, édicte dans un premièrement le principe que les clauses qui, après l'échéance ou la résiliation du contrat de distribution, restreignent la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, ce qui est indiscutablement le cas pour la clause de non-concurrence, sont réputées non écrites. C'est donc un principe d'interdiction de stipuler ce type de clause dans un contrat de distribution qui est édicté par le législateur de 2015, là où existait auparavant le principe de liberté de les stipuler
au nom tout simplement de la liberté contractuelle. Néanmoins, et fort heureusement, le deuxièmement de l'article L341-2 dispose que ne sont pas soumises au premièrement du présent article, et donc ne sont pas soumises au principe d'interdiction, les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes. Et il y a 4 conditions cumulatives suivantes. Avant d'évoquer ces conditions et de donner pour chacune des conseils aux rédacteurs de contrat, je ferai 2 observations liminaires. La première portera sur le terrain de la preuve. Le texte prévoit que la clause de non-concurrence sera validée si la personne qui s'en prévaut démontre qu'elle respecte les 4 conditions légales. La personne qui s'en prévaut. Cela désigne le créancier de l'interdiction. Par conséquent, cela désigne le franchiseur, le concédant ou plus largement la personne qui est à la tête du réseau de distribution. Le changement est remarquable sur le terrain de la preuve. Auparavant, en effet, c'était le débiteur de l'interdiction qui plaidait que la clause de non-concurrence était nulle et qui devait démontrer cette nullité. Désormais, en cas de méconnaissance de la clause, c'est le créancier de l'interdiction de concurrence qui devra démontrer la validité de la clause, car c'est lui qui est appelé à s'en prévaloir. Le changement sur le terrain de la preuve est remarquable. Une deuxième observation liminaire portera sur la question de l'application dans le temps de la loi Macron. L'entrée en vigueur du dispositif a été expressément différée à l'écoulement d'un délai d'1 an à compter de la promulgation de la loi. Aussi, la loi est-elle entrée en vigueur le 6 août 2016. Ce décalage doit-il être interprété comme le signe que la loi nouvelle s'applique au contrat qui était en cours au moment de son entrée en vigueur? Il faut dire aux rédacteurs de contrat que la jurisprudence est à l'heure actuelle incertaine. On trouve de tout. On trouve d'abord des opinions qui sont favorables à l'idée que la loi nouvelle est applicable. D'abord, on trouve l'opinion du Conseil constitutionnel qui, dans un communiqué en 2015, a pu estimer que la présence de ce décalage d'1 an pour l'entrée en vigueur de la loi justifie que la volonté du législateur était de voir appliquer cette loi nouvelle au contrat en cours. On trouve également des décisions de jurisprudence favorables à cette opinion. D'abord, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 novembre 2018, en ce sens, et un dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2020 qui franchit une étape supplémentaire, à mon sens, puisqu'il applique la loi nouvelle à une clause qui était en cours, même si elle a pu être stipulée dans un contrat de distribution qui a pris fin avant, je dis bien avant, l'entrée en vigueur de l'article L341-2. Et puis, en sens contraire, on a une décision de la Cour d'appel de Rennes du 6 novembre 2018 qui, elle, estime que cette loi nouvelle ne s'applique pas au contrat de distribution qui était en cours, au contrat qui était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La jurisprudence est donc incertaine, prudence donc de mise pour le rédacteur de contrat, notamment pour ceux qui ont rédigé des clauses avant l'entrée en vigueur de la loi Macron. Il faut attendre la position sur ce point de la Cour de cassation. Évoquons désormais les 4 conditions de validité qui sont posées par l'article L341-2 et essayons de donner des conseils aux rédacteurs de contrat. Première condition, la clause doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au grand 1.
sur cette première condition, je n'ai pas de conseil particulier à donner au rédacteur de contrat. Deuxième condition, la clause doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné premièrement. Il en résulte que les clauses de non-concurrence qui entrent dans le domaine d'application du texte ne peuvent plus, et il faut que le rédacteur de contrat en ait conscience, ne peuvent plus prévoir comme territoire d'application de l'interdiction la ville ou le département dans lequel était exploitée l'activité de distribution. L'interdiction doit désormais être limitée au plan spatial, au local et, le cas échéant, au terrain à partir desquels s'exerçait l'activité. Troisième condition, la clause doit être indispensable à la protection du savoir-faire, substantiel, spécifique et secret, transmis dans le cadre du contrat mentionné premièrement. Plusieurs observations, finalement plusieurs conseils sur cette troisième condition. Première observation, pour être valable, la clause de non-concurrence, de même que la clause de non-réaffiliation, doit être indispensable à la protection du savoir-faire. Or, tous les contrats de distribution n'emportent pas, loin s'en faut, communication d'un savoir-faire. Il conviendra donc pour le rédacteur de contrat d'insister sur la nécessité de cette clause pour la protection du savoir-faire du créancier et de l'interdiction, dès lors bien sûr qu'un savoir-faire est communiqué. Deuxième observation, encore faudra-t-il que l'on soit en présence d'un véritable savoir-faire. Il devra être substantiel, spécifique et secret, ainsi que l'exige la lettre du texte qui ne fait en cela que consacrer la jurisprudence antérieure, elle-même inspirée depuis de nombreuses années par les règlements communautaires en matière de restriction verticale de concurrence. Or, à cet instant précis, il n'est pas inutile d'indiquer que la stipulation par laquelle le franchisé reconnaît l'existence d'un savoir-faire du franchiseur a pu être validée par la Cour de cassation. On a un arrêt, par exemple, de la Chambre commerciale du 24 novembre 2009. Nous avons également, dans le même sens, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2008. Autant alors ne pas se priver de stipuler cette clause. Troisième observation, plutôt une question. La protection du savoir-faire autorise-t-elle l'association d'une clause de non-concurrence avec une autre clause? Ainsi, peut-on cumuler dans le même contrat tant une clause de confidentialité post-contractuelle qu'une clause de non-concurrence post-contractuelle? On pourrait penser la réponse négative au motif que chaque clause a vocation à protéger le savoir-faire. Finalement, on pourrait penser la réponse négative au motif que trop point n'en faut. Néanmoins, leurs modalités respectives de protection du savoir-faire diffèrent. En effet, la première, la clause de confidentialité, interdit simplement la communication du savoir-faire à des tiers. Aussi, le débiteur de l'interdiction peut donc continuer à exploiter le savoir-faire après la rupture des relations. La seconde, la clause de non-concurrence post-contractuelle, au contraire, interdit cette exploitation, mais sans interdire sa communication à des tiers. Aussi, clause de confidentialité et clause de non-concurrence, tout comme clause de confidentialité et clause de non-réaffiliation, peuvent se cumuler harmonieusement. La jurisprudence, du reste, a pu retenir cette solution à diverses reprises. Ainsi,
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 octobre 2018, a pu valider la présence dans le même contrat de distribution d'une clause de non-concurrence et d'une clause de confidentialité. La Cour d'appel de Dijon également a admis la présence et la validité dans le même contrat de distribution d'une clause de non-réaffiliation et d'une clause de confidentialité. Peut-on, c'est une deuxième question, cumuler dans le même contrat tant une clause de non-concurrence post-contractuelle qu'une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent? On pourrait penser, je le concède, la question iconoclaste. Pourquoi? Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation mettait en exergue la différence d'objet des deux clauses. Dans cette décision, elle nous indique que la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau. Se borne. Telle est l'expression utilisée par la Cour de cassation dans son arrêt. En d'autres termes, la clause de non-réaffiliation se distingue de la clause de non-concurrence en ce qu'elle n'interdit pas à son débiteur l'exercice d'une activité concurrente de celle du créancier, mais simplement son exercice dans le cadre d'un réseau de distribution concurrent. Elle est donc supposée, en principe du moins, plus soft, plus light. Mais pour autant, elle se retrouve soumise dans un contrat de distribution emportant communication d'un savoir-faire au régime de l'article L341-2 du Code de commerce, applicable également à la clause de non-concurrence, comme le faisait déjà la jurisprudence bien avant l'entrée en vigueur du texte. À la question, l'objet de la clause de non-concurrence absorbe-t-il nécessairement celui de la clause de non-réaffiliation? La réponse paraît évidente, la réponse est positive. L'objet de la clause de non-concurrence absorbe, selon nous, celui de la clause de non-réaffiliation. Aussi peut-on penser la présence de ces deux clauses dans le même contrat de distribution totalement iconoclaste. Pour autant, le rédacteur de clause aurait tort de s'en priver. Aurait tort de s'en priver, ne serait-ce que par précaution. Sans doute, dans un monde parfait, une clause de non-concurrence répondant aux conditions de validité de l'article L341-2 ne justifie pas le voisinage d'une clause de non-réaffiliation. Mais dans la mesure où subsistera toujours le facteur aléatoire de l'appréciation judiciaire de la validité de la clause de non-concurrence, autant stipuler dans le même contrat les deux clauses, car l'une pourrait passer le filtre judiciaire de la validité et point l'autre. Du reste, l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 3 octobre 2018 invite le rédacteur à ce cumul. Dans cette espèce, en effet, la clause de non-concurrence d'un contrat de franchise a été déclarée nulle, alors que la clause de non-réaffiliation stipulée dans ce même contrat a été déclarée valable. À méditer, donc, pour le rédacteur de contrat. Une troisième question, allons plus loin. Peut-on cumuler dans le même contrat de distribution à la fois une clause de non-concurrence post-contractuelle, une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent et une clause de confidentialité post-contractuelle? On répondra positivement, et cela pour les mêmes raisons. D'abord, puisque clause de confidentialité et clause de non-concurrence peuvent se cumuler, ainsi qu'on l'a indiqué précédemment, en raison de leurs objets distincts. Et qu'ensuite, la jurisprudence peut, dans le même contrat, annuler une clause de non-concurrence et retenir
la validité d'une clause de non-affiliation, autant alors ne pas se priver de l'occasion de stipuler les 3 clauses. Puisque la clause de non-concurrence, comme la clause de non-réaffiliation, suppose pour sa validité d'être indispensable à la protection du savoir-faire, le rédacteur de contrat prendra garde de prévoir que la clause sera applicable quelle que soit la cause d'extinction des relations contractuelles. Elle ne devra pas ainsi être applicable uniquement lorsque le contrat prend fin par anticipation en raison des fautes du franchisé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale du 23 septembre 2014. Et oui, dès lors que la clause de non-concurrence est indispensable à la protection du savoir-faire, elle ne peut pas se voir applicable uniquement dans certains cas de rupture et pas dans d'autres. Toutes les hypothèses de rupture doivent être envisagées quant à l'applicabilité de la clause. La 4e et dernière condition envisagée par l'article 341-2 concerne la durée de l'interdiction. La durée, nous dit le texte, ne doit pas excéder 1 an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L341-1. Le texte dispose après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L341-1. Quid de la résolution ou encore de la caducité du contrat de distribution? Le texte ne dit mot sur ces 2 hypothèses. Sans doute, caducité et résolution, d'autant plus pour cette dernière avec le nouveau dispositif de l'article 1230 du Code civil, emporte l'applicabilité de l'article L341 du Code de commerce. Sans doute. Mais face à l'incertitude, face au doute, le rédacteur devra prendre le soin de préciser que la clause de non-concurrence s'applique également dans les hypothèses de caducité et de résolution du contrat. Il prendra également la mesure, même si l'expression est usuelle, du risque induit par l'expression présent contrat. Le risque est en effet celui de savoir si la clause de non-concurrence, applicable en cas de cessation du présent contrat, figure toujours parmi les clauses du contrat renouvelé. Pour éviter toute discussion, le mieux sera pour le rédacteur de prévoir une applicabilité large de la clause de non-concurrence. À l'expression « cessation du présent contrat », comme fait générateur d'applicabilité de la clause, il préférera l'expression « plus accueillante », « plus hospitalière ». Il préférera l'expression « cessation des relations ». Tel est également l'enseignement qu'on peut tirer d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mai 2012. Je terminerai, puisque j'arrive à la fin de cette intervention, je terminerai mon propos par 3 derniers conseils généraux pour le rédacteur. Le premier conseil général, c'est surtout de ne pas oublier de prolonger sa clause de non-concurrence par une clause pénale, avec dispense de la mise en demeure, étant donné que les dispositions de l'alinéa 5 du nouvel article 1231-5 du Code civil ne sont pas d'ordre public. Le deuxième conseil d'ordre général sera celui que lorsqu'il y a place pour le faire, parce que la loi ne prévoirait pas de dispositions contraires, il conviendra donc d'indiquer que le rayon géographique de l'interdiction de concurrence se calculera à vol d'oiseau, se mesurera à vol d'oiseau. À défaut, un trajet pédestre
tenant compte de tous les détours imposés par les obstacles naturels, sera retenu, ce qui aura pour vocation, concrètement, de réduire le périmètre de l'interdiction. Un troisième et dernier conseil général sera pour le rédacteur de tenir compte de l'exigence de proportionnalité quant à la délimitation du périmètre géographique de l'interdiction de concurrence lorsque le créancier est à la tête d'un réseau de distribution dans lequel il n'y a pas communication d'un savoir-faire. Interdire aux débiteurs d'exercer une activité concurrente dans un rayon de X kilomètres à vol d'oiseau, autour des magasins à l'enseigne du réseau, s'avère certes une interdiction délimitée dans l'espace, mais pour autant peut s'avérer disproportionnée au regard du nombre d'établissements implantés sur l'Hexagone. Tel est l'enseignement que nous livre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2019. Attention donc aussi à ce possible effet cumulatif des périmètres de l'interdiction tenant à la détermination du centre du cercle de cette interdiction. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt, j'espère en présentiel. Merci.